Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre les vagues. Avant de commencer l'épisode, je tiens à vous prévenir que je n'enregistre pas dans mon lieu habituel. Je suis actuellement à la campagne, donc on risque d'entendre de la pluie, des oiseaux, des tracteurs et des tronçonneuses. Je m'excuse pour ça, j'essaye de faire au mieux, mais parfois on fait avec les moyens du bord et j'espère que ça vous dérangera pas trop aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode pour vous parler d'une histoire d'amour qui s'est à nouveau pas très bien terminée. Comme l'épisode précédent, je vais devoir faire à nouveau des trigger warnings. Aujourd'hui, nous allons parler de pression psychologique, de viol et de brigade des mœurs. Ça vous met un petit peu dans l'ambiance. Je suis désolée de vous saper le moral si vous étiez très joyeux aujourd'hui. Je vous rassure, aujourd'hui je vais essayer de faire un épisode un peu comme les précédents, pas tomber dans quelque chose de très mélodrame, mais ce qui m'est arrivé, encore une fois, et c'est pour ça que je fais le podcast, je pense sincèrement que ça peut aider plusieurs personnes. Et aujourd'hui, on va parler du fait de déposer plainte après une agression et toute la difficulté et le parcours du combattant que ça peut être de porter plainte contre quelqu'un, et notamment pour agression sexuelle. Pour vous resituer un petit peu la situation, à cette époque, j'ai 20 ans, je suis actuellement à l'université. Niveau amour, j'ai enfin réussi vraiment à me dépêtrer de ma première relation, mais qui, comme vous pouvez vous en douter, m'a laissé quand même beaucoup de séquelles. Donc, je rencontre des hommes qui sont pas très bienveillants avec moi, qui n'ont pas forcément envie de s'engager. Donc voilà, je suis quand même dans quelque chose où, pour moi, l'amour, déjà, ça se mérite toujours, ça m'a duré pendant des années. Et aussi, je suis toujours un peu dans l'idée qu'il faut faire son maximum quand on rencontre quelqu'un pour pouvoir lui plaire absolument. Et il faut pouvoir vraiment donner de sa personne. Voilà un petit peu le schéma et l'état d'esprit dans lequel je suis à ce moment-là. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la faculté, mais il peut arriver parfois, quand on a des semestres à rattraper, de les repasser pendant une autre année. Voilà, c'est une façon de faire, mais tout ça pour dire que à ce moment-là, pendant mon année universitaire, je n'ai des cours que de septembre à décembre, et ensuite je rentrerai à ma rentrée future qu'en septembre l'année prochaine. Donc j'ai une période de janvier jusqu'aux vacances, on va dire juillet, où je n'ai pas cours et où je n'ai rien à faire. Donc je décide de faire un service civique pour travailler dans un collège. Donc je travaille en tant que surveillante, ça se passe vraiment très très bien. On est une très bonne équipe de jeunes, donc vraiment je suis vraiment ravie de travailler dans ce collège. Et puis alors très vite, on fait vite connaissance avec l'équipe, et tout de suite j'ai quelqu'un qui me tape dans l'œil. Sincèrement, j'étais pas du tout dans l'idée de rencontrer quelqu'un. Mais là, je peux dire que j'ai vraiment eu un coup de foudre. Alors forcément d'abord physique parce qu'on se connaissait pas. Mais après, finalement, je sais pas si vous avez déjà travaillé en tant que surveillant dans un collège, mais on est quand même très souvent ensemble avec les collègues. Nous, on se voyait en dehors. Donc très vite, j'ai appris à connaître cette personne. Et sincèrement, je pensais pas que c'était possible de tomber aussi rapidement amoureuse de quelqu'un sans vraiment la connaître, quoi. Et en fait, au fur et à mesure des semaines et du temps qu'on passe aussi ensemble entre collègues en dehors, parce qu'en fait, on a tous noué des liens assez rapidement. Je passe beaucoup de temps avec cet homme. Il est un peu plus âgé que moi et il me met tout de suite en confiance. Et on a des vraies discussions très profondes et sur l'avenir, sur les personnes qu'on est actuellement, qu'on veut devenir. Donc je trouve que nos discours nous enrichissent mutuellement. Et je me rends compte vite aussi que je lui plais. Donc franchement, je suis hyper contente à ce moment-là. Je me dis, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un et qui va un peu, pas me sauver, mais qui va un peu me montrer que les hommes ont une autre facette et qui peuvent être aussi très gentils et pas narcissiques et manipulateurs comme j'ai pu le connaître par le passé. Et en fait, je vois que plus le temps passe, plus on rentre tout de suite dans un jeu de séduction. Et moi, ça me plaît énormément parce que j'admire cette personne. Et c'est là où ça ne va pas, si vous avez écouté l'épisode d'avant, c'est que tout de suite, je le mets sur un piédestal, tout de suite, je l'admire, et tout de suite, je me dis « Oh, mais comment
un garçon comme ça, un homme comme ça peut s'intéresser à moi. Moi, je le trouvais beau, intelligent, même très érudit, qui s'exprimait très bien, qui avait des projets, il avait un autre métier à côté qui était très valorisant. Donc, je me disais, mais c'est pas possible qu'il s'intéresse à moi, qu'il m'ait remarqué. Enfin, je trouvais ça dingue. Et donc, c'est là où finalement la faille était déjà présente et qu'il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas. Puisque clairement, quand on rencontre quelqu'un, même si on l'apprécie, ça doit pas aller tout de suite dans l'admiration et dans le fait de l'idolâtrer. Et moi, très vite, je l'ai vraiment vu comme quelqu'un d'exceptionnel, en fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais déjà clairement tombée amoureuse de lui. Quand j'apprends qu'en fait, il a une copine depuis plusieurs années, au début, ça me dérange pas parce que très vite, il me dit qu'en fait, ils sont sur le point de se séparer et qu'en plus de ça, vu qu'il m'a rencontré, ben voilà, ça va un peu s'accélérer. Donc je me dis, en plus, il me choisit moi comparé à elle. Et on n'oublie pas, à ce moment-là, j'ai 20 ans, donc même si ça peut paraître âgé pour certains, ma maturité émotionnelle et amoureuse est quand même assez basse. Et donc voilà, moi je crois au prince charmant et je me dis, bah ça y est, c'est lui quoi. Enfin, il m'a choisi, il va quitter sa copine pour moi, donc je trouvais ça vraiment incroyable. Et donc on continue de se voir et on se voit maintenant tous les deux. Et on passe vraiment d'excellents moments. Moi, je lui dis quand même, ça me met un peu mal à l'aise que tu sois toujours avec ta copine. Il me dit mais non t'inquiète là c'est bon, c'est fini. Elle m'envoie des messages mais c'est parce qu'elle est très attachée à moi, mais moi c'est bon, depuis que je t'ai rencontré il n'y a que toi. Donc je me dis ça y est, on peut vivre une idylle. Il me dit qu'il a parlé de moi à ses parents, à ses amis, à son frère. Donc voilà, franchement je suis vraiment sur mon nuage à ce moment-là. Et comme je suis en confiance, je lui parle en fait de mon ancienne relation. J'en avais pas vraiment parlé avant, mais avec lui je me sentais très à l'aise. Et donc je lui en parle et en fait tout de suite il est très en colère et il me dit que c'est inadmissible, que je méritais pas de vivre ça. Et pour la première fois j'ai une écoute de la part d'un homme et j'entends que ce que j'ai vécu c'est pas normal. Et donc je me sens extrêmement rassurée et protégée à ses côtés. Et donc voilà, j'avais l'habitude de lui en parler, de parler de mes émotions et lui aussi. Donc c'était pour moi quelque chose de très très sain. Au bout de quelques semaines quand même à passer du temps ensemble, bah en fait j'apprends qu'il est toujours avec sa copine finalement. Et donc moi je lui dis bah écoute là c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Au début bon je peux comprendre que tu sois un peu perdu, mais là maintenant moi je suis là, moi je croyais que tu l'avais quitté, enfin voilà. Et donc je décide d'arrêter la relation et finalement lui ça ne lui plaît pas du tout. Et donc faut savoir on se voyait quand même tous les jours, vu qu'on était collègues. Et donc il a commencé à changer de comportement au travail. C'est-à-dire que quand on était ensemble dans une même pièce, il changeait de pièce. Quand on devait faire des binômes, il voulait jamais se mettre avec moi. Il me parlait mal aussi devant les autres collègues. Il me parlait aussi des fois mal devant les jeunes. Et en fait, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise en sa présence. Donc moi aussi, j'ai essayé de le fuir. Et à ce moment-là, quand il a vu que moi, ça y est, je le fuyais et que potentiellement j'étais passée à autre chose, même si j'étais pas passée à autre chose dans mon cœur, mais j'essayais en tout cas dans mon attitude de paraître très distante. Il a pas aimé et donc il a commencé à m'écrire des lettres, beaucoup de lettres, qu'il laissait dans mon casier au travail. Des lettres où il me disait qu'il avait que moi en tête, qu'il n'arrivait pas à m'oublier, que ça y est, il avait pris la décision de quitter sa copine et moi j'étais toujours amoureuse de lui, donc je me disais ah bon, mais j'attendais quand même qu'il me prouve les choses, mais voilà, il était quand même très présent, en fait sans me parler, il m'envoyait des textos et il m'écrivait des lettres, donc en fait il était toujours dans ma tête finalement, la relation s'était pas vraiment terminée. Puis il m'a invité à boire un café, donc on est allé boire un café où il m'a expliqué que là c'est bon, il était plus avec sa copine, qu'en plus il en avait marre parce que il était pas bien avec elle, donc moi je le rassurais. Et puis ça y est, on repassait un petit peu de temps ensemble. Et puis même schéma, j'apprenais que finalement il s'était remis ou alors il avait jamais quitté mais qu'il était toujours avec sa copine. Donc moi je lui disais bah on arrête. Et en fait cette dynamique là,
elle a duré pendant quasiment toute l'année en fait. À se parler, pas se parler. Il parlait du coup à nos amis qui étaient nos collègues, mais on était tous devenus amis. Il leur disait est-ce que tu peux dire telle chose à Lisa pour lui transmettre? Donc en fait, il était toujours là quelque part. Et puis, comme je le rappelle, on se voyait tous les jours, enfin du lundi au vendredi, on se voyait tous les jours de la semaine parce qu'on travaillait ensemble. Et au bout d'un moment, son comportement a vraiment changé. C'est-à-dire que en plus de ne plus m'adresser la parole et parfois me parler mal devant les jeunes, il a commencé à essayer de draguer les autres collègues, à notamment leur mettre des mains aux fesses, à parler également de moi en mal aux élèves. Et donc en fait, il y avait vraiment un climat, une tension très pesante. Et puis partout où je rentrais, dans chaque pièce, en fait, il me dévisageait et il passait à côté de moi en me bousculant. Et en fait, il avait vraiment ce truc de... des fois on se croisait dans les couloirs et il me glissait quand même un mot du style t'es très belle aujourd'hui, ou alors je passe une mauvaise journée à côté de toi. Et donc en fait je savais plus du tout comment me placer. J'étais très mal à l'aise face à cette situation, et il faut pas oublier que moi j'étais toujours amoureuse de lui, donc je cherchais son regard, son approbation. Je cherchais absolument à me démarquer et à ce qu'il change d'avis, et que finalement il me choisisse moi en fait, et qu'il quitte sa copine pour de bon. Et finalement, comme ma précédente relation, il est venu, sûrement sans s'en rendre compte, taper dans ma faille la plus grande. C'est-à-dire que j'avais besoin du regard d'un papa quand j'étais plus petite. Finalement, ça s'est retranscrit dans mes relations amoureuses. Et donc là, j'avais besoin qu'il me regarde, j'avais besoin qu'il me demande de l'attention. Et en plus de ça, il est venu réveiller autre chose, c'est que quand j'étais petite, mon papa a choisi une autre famille. Et finalement là, il choisissait une autre copine et pas moi, quoi. Et je me disais, mais c'est fou de pas me choisir. Et donc en fait, il y avait des vêtements qu'il aimait bien, et je les mettais tout le temps. Il y avait un maquillage sur moi qu'il aimait, je me maquillais tout le temps comme ça. Il aimait telle coiffure. En fait, j'essayais de correspondre à son idéal au maximum pour qu'il me choisisse. Et finalement, ça fonctionnait. Alors ça fonctionnait à demi-mot, c'est-à-dire qu'il revenait, soit il m'envoyait des messages en me disant... je peux pas quitter ma copine pour l'instant, mais j'ai que toi dans la tête. Ou alors, il venait me chercher le matin pour m'amener au travail. C'était pas prévu. Il m'appelait en me disant je suis en bas de chez toi. On faisait la route ensemble. Il me disait tu sais, ce que je voudrais, c'est qu'on parte tous les deux. Je me sens pas bien dans ma vie. Et donc, moi, je me disais ça y est, c'est bon, c'est le moment. Il va me choisir moi. Et puis en fait, 3 jours après, il me disait non, en fait, c'est pas possible, il faut qu'on arrête. Ou alors c'était moi à un moment donné qui mettais aussi le haut là. Je l'ai fait plusieurs fois à dire là, moi je peux plus cautionner ça. Je pensais aussi à sa pauvre copine, je me disais mais alors elle, je sais même pas ce qu'elle sait. Et au final, je me suis dit que peut-être il l'avait jamais vraiment quittée. Et fun fact, c'était le cas. Et encore une fois, ça a été une relation très traumatisante, puisqu'en fait, il me laissait jamais tranquille. Dès que ça y est, c'était terminé, je me disais bon allez, on passe à autre chose. Là, ok, t'es tombée amoureuse de lui, mais il n'y a pas que lui sur Terre. Et j'avais une lettre dans mon casier, et puis après c'est allé un peu plus loin, j'avais des lettres dans ma boîte aux lettres, ou alors il venait en bas de chez moi, ou il m'envoyait des messages, mais je ne répondais pas, et les messages s'accumulaient. Il m'appelait, il me laissait des messages vocaux en me disant finalement j'ai bien réfléchi, j'arrête de te parler, je veux plus de toi dans ma vie, je vais arrêter de te voir. Et puis la semaine d'après, il m'écrivait une lettre en me disant à quel point il était amoureux de moi, et c'était du chaud-froid tout le temps. Et moi, j'arrivais plus à me placer, parce que dès qu'à un moment donné, j'arrêtais, je mettais le haut là et je voulais plus en fait avoir de relation avec lui, enfin au moins communiquer avec lui, et en fait, il devenait plutôt pervers dans sa façon de faire, comme je vous disais, du fait de parler aux élèves, à mes collègues, de regarder avec qui je partais le soir en sortant du travail, à qui je parlais. C'était très pesant en fait comme situation. J'essaie un petit peu de vous retranscrire, parce que tout ça c'est ce qu'on ressent à l'intérieur, et c'est pas toujours évident de le retranscrire à l'oral. Mais typiquement, on est donc dans un collège, dans une grande cour, et en fait peu importe où j'étais, si je rentrais, j'allais au CDI, à la cantine dans la cour, il était toujours dans mon champ de vision. En fait, il cherchait toujours un contact, il était toujours là. Même les fois où il me parlait plus et on s'était mis d'accord en disant allez on arrête, et en fait il revenait tout le temps. Et moi finalement je cherchais tellement son approbation que j'avais envie qu'il me remarque. Cette situation elle dure à peu près 5-6 mois, jusqu'au jour où moi je me dis allez c'est bon, j'arrête.
je lui réponds plus, c'est fini. Au travail, même s'il me saoule et me met une pression, c'est fini en fait. Je lui parle plus, je l'ignore complètement. Et à ce moment-là, il s'est mis à me parler vraiment de collègue à collègue. Et je me suis dit que ça y est, il avait compris. Et donc pendant quelques semaines, on a pu avoir à nouveau une relation plutôt saine, où on s'envoyait deux, trois messages, où moi forcément, alors dans ma tête hein, et dans mon cœur, dès qu'il me regardait, j'étais la plus heureuse, mais j'essayais vraiment de, voilà, de paraître, voilà, on se parle normalement et on est redevenus collègues et c'est bon, on passe à autre chose, quoi. À la fin de l'année, notre supérieure avait organisé une soirée de fin d'année chez elle. Et donc, comme on s'entendait bien et on était aussi voisins, je lui propose qu'on y aille ensemble, dans la même voiture, qu'on fasse voiture commune, avec une autre collègue également. Arrive le soir, moi je suis en train de me préparer, et lui m'envoie un texto pour me dire qu'il est déjà en bas de chez moi, qu'il a un peu d'avance. Donc je lui propose de monter, parce que voilà, moi maintenant ça y est, je m'entendais bien avec lui, lui voilà, c'était pareil de son côté. Et donc je le fais monter chez moi, et je lui dis, bah je suis pas prête, je finis de me maquiller, je vais dans la salle de bain. À ce moment-là, il rentre dans la salle de bain aussi, et je comprends pas trop au début ce qui se passe. Et il commence à me dire que ça se voit que j'ai envie de coucher avec lui. Il commence à se déshabiller, à se masturber devant moi, à me prendre les mains pour que je lui touche son corps, à me toucher également. Et je le pousse en lui disant non, non, mais t'as pas compris, moi je t'ai pas fait monter pour ça. Et il est très insistant, il me bloque presque la porte pour que je sorte de la salle de bain. Et donc en fait je lui dis non non t'as pas compris c'était et j'essaye de lui dire en fait t'as pas compris et je vois dans son regard qu'il y a quelque chose qui change. J'en ai pas parlé dans l'épisode précédent mais c'est le même regard qu'avait mon ex-copain, comme si à un moment donné le cerveau se déconnecte et on passe sur quelque chose de très animal et très primitif. Et donc je finis par le pousser et à réussir à sortir de la salle de bain. Et en fait, il est derrière moi et moi je marche en fait dans l'appartement pour aller jusqu'à ma chambre et je lui dis non mais t'as vraiment pas compris en fait, je pense qu'il va falloir qu'on y aille. De toute façon je suis prête et aussi à ce moment-là je veux pas faire d'histoire donc je parle pas trop de ce sujet-là et en fait il me suit dans la chambre et il me viole. Et comme l'épisode précédent où je vous ai expliqué, je m'y attendais pas. J'étais déjà, on n'est jamais vraiment préparé, mais là vraiment je pensais que c'était clair chacun de notre côté et en plus je lui avais dit hein, que moi je voulais pas, je lui avais également dit que j'avais rencontré quelqu'un à ce moment-là donc je comprends pas ce qui se passe et lui tout de suite me dit en fait faut que j'y aille, je pars, je viens pas à la soirée et moi je voulais pas que la soirée se passe mal et surtout que les autres se disent bah, pourquoi il est pas venu et donc moi je lui dis mais non mais c'est bon t'inquiète il s'est rien passé, on oublie et on y va. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est même sûr, je ne réalise pas du tout ce qui vient de se passer. En fait, je suis dans le truc de on est en retard et en même temps, j'ai envie de sortir de cet appartement, me dépêtrer. D'un point de vue extérieur et avec du recul, on se dit mais pourquoi je suis allée à cette soirée? Pourquoi je suis montée avec lui dans la voiture? Pourquoi je l'ai pas, je lui ai pas mis une claque par exemple? Pourquoi je l'ai pas insulté? Pourquoi? Et non, en fait, je suis restée comme si le cerveau tout de suite avait dit bon on met ça de côté, allez on y va, on fait autre chose, c'est pas grave, on avance quoi. On arrive ensemble à cette soirée et là je commence à me sentir pas bien, je sens que mon cœur palpite, j'ai un peu des tremblements et je me dis bon c'est pas grave, je vais boire un verre. L'abus d'alcool est à consommer avec modération. Moi, ce soir-là, modération n'était pas du tout avec moi. J'essayais un peu d'anesthésier quelque chose chez moi. Et vraiment, j'avais, je pense, à ce moment-là, oublié ce qui s'était passé parce que je me souviens même dire à ma collègue, bah, c'est bizarre, je me sens mal, j'ai des vertiges. Je comprenais pas bien ce qui m'arrivait alors que j'étais en bonne santé et ça allait, quoi. Il propose à tout le monde de quitter la soirée plus tôt pour me ramener parce qu'il voit que je suis pas bien. Et à ce moment-là, j'ai comme envie de vomir en fait. J'accepte parce qu'en plus j'ai beaucoup bu. Il me ramène et après j'ai pas trop de souvenirs. Je me suis réveillée le matin et je suis allée vomir tout ce que j'ai pu. Autant je pense l'alcool que ce qui s'était passé la veille. Et je me suis mise à faire une énorme crise d'angoisse. À l'époque, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. J'en faisais une quasiment tous les jours. Et je comprenais pas, en fait, j'ai pas réussi tout de suite à me demander ce qui se passait. Je suis allée me doucher
Et en fait, j'ai eu envie de me laver, presque de prendre, vous savez, une éponge qui gratte très fort pour essayer de me poncer la peau, quoi. Et je me suis dit, mais attends, mais il y a quelque chose qui va pas. Et au moment où je me suis dit ça, j'ai un flash de ce qui s'est passé la veille au soir. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié. Que mon corps, lui, n'a pas oublié. En fait, il a essayé de m'envoyer tous les signaux pour dire qu'il y avait quelque chose qui s'était passé et que je me sentais mal. Moi, j'avais complètement occulté mes émotions et mes ressentis. Et c'est à ce moment-là, sous la douche, que tout me revient. L'épisode de la salle de bain, la chambre. Et je me sens très mal. Et je me suis dit, mais non, pas encore une fois. Et j'avais appris de ma précédente relation que le fait de se murer dans le silence, c'était pas forcément bénéfique. Donc à ce moment-là, j'appelle une de mes amies qui était une de nos collègues parce que la journée même, on allait travailler. Et en fait, je lui explique tout de suite ce qui s'est passé. Je lui dis, en lui disant, je suis pas sûre que ce soit arrivé, mais je crois que ça s'est passé. Parce que je me disais, peut-être c'est moi qui invente en fait. Enfin, j'étais un peu dans un espèce de flou, j'arrivais pas vraiment à... Je me souvenais, mon corps se souvenait, mais en fait j'avais du mal à me dire que c'était vraiment arrivé, et j'avais tellement confiance en lui que je me disais, c'est pas possible en fait, il a pas fait ça, c'est moi qui ai un peu extrapolé le truc. Et donc j'en parle à cette amie qui, elle, me croit tout de suite, qui n'a aucun doute, et qui est très 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 bienveillante à mon égard, et qui me dit, écoute, je suis là pour toi, tu m'en parles, et on va se serrer les coudes, si tu veux on peut en parler aux autres copains, et on est tous là pour toi. Et en fait on avait un événement avec les jeunes l'après-midi même, et moi je lui envoie un texto en lui disant, je ne veux pas te voir, ne me parle pas, je me souviens de ce que tu as fait. Et lui, en fait, a reconnu les faits tout de suite en disant qu'il était désolé, qu'il avait dépassé les bornes, qu'il n'aurait pas dû faire ça. Et en fait, ça m'a fait bizarre qu'il avoue tout de suite et qu'il reconnaisse, qu'il valide ma parole. Je suis allée à cet événement, il était là, sauf que je suis toujours dans le cadre de mon travail, donc il y a les jeunes, il y a d'autres professeurs qui sont là à ce moment-là. Et en fait, il est là et il me parle. Il fait que de me parler et il fait comme si de rien n'était. Et moi, je sens que ça y est, ça m'oppresse. Et en fait, dès que je m'écarte de lui, il me regarde. Il me lâche jamais du regard. Dans chaque pièce où je vais, il est là. Si je sors dehors, il est là. Et en fait, je sors et je fais une énorme crise d'angoisse. Vraiment, je tremble de tout mon corps. Là, j'ai vraiment, à ce moment-là, mon corps qui m'envoie des signaux et qui me dit, ma belle, réagis. Là, il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment pas normal. Pour vous situer un peu dans la semaine, cet événement s'est passé le mardi soir. Le mercredi après-midi, je fais ma grosse crise d'angoisse. Et le jeudi soir, on se réunit avec tous mes collègues, tous mes amis donc, pour discuter de ce qui s'est passé. Et eux tout de suite me croient et ils ont été extrêmement bienveillants, absolument pas jugeants et d'une écoute active qui a été vraiment incroyable. Et je les remercierai jamais assez pour ça parce que je me suis tout de suite sentie très entourée et surtout j'ai absolument plus douté de ce qui s'était passé. Je savais que ça s'était arrivé et je savais que je voulais que les choses changent. Je ne voulais plus rester dans le silence comme j'avais pu le faire par le passé. Donc après beaucoup de discussions, ce fameux jeudi soir, je décide de prendre la décision de porter plainte. Et je sais pas pourquoi je fais ça, mais je lui envoie un texto pour lui dire que je vais porter plainte contre lui dès le lendemain. Alors il m'avait déjà envoyé beaucoup de textos pour s'excuser, pour essayer de prendre contact avec moi. Et au moment où j'envoie ça, j'ai un numéro que je ne connais pas qui m'appelle. C'est sa copine qui me demande de connaître la version des faits, qu'elle n'a plus confiance en lui, qu'elle ne fait plus confiance et qu'elle veut connaître ma version parce qu'elle a l'impression qu'il lui ment. Donc je lui explique brièvement la relation qu'on a eue et également ce qui s'est passé ce fameux mardi soir. Et en fait, elle m'écoute et elle me dit « Ok, j'entends ». Lui, je l'entends hurler derrière en disant qu'il va se suicider, qu'il va perdre son travail. Il me supplie de ne pas porter plainte. Et je suis très étonnée quand je l'écoute elle, puisqu'au départ, voilà, elle me dit qu'elle entend, qu'elle est très triste de la situation et qu'elle compatit pour moi. Et après ça, elle me demande de ne pas porter plainte.
Elle me dit qu'il va perdre son travail et que voilà, si on pouvait effacer toute cette histoire et que voilà, chacun reprenne sa vie, eux ils vont faire leur vie de leur côté, moi de la mienne. Et voilà, elle me supplie en fait presque de ne pas aller porter plainte. À ce moment-là, je suis très étonnée d'entendre ce qu'elle me dit. Et en même temps, je me dis qu'elle doit être tellement sous emprise que finalement son discours est plutôt cohérent avec la situation. Mais je décide quand même d'aller porter plainte et je lui dis que quoi qu'il arrive, j'irai porter plainte et qu'ils ne me feront pas changer d'avis. Donc comme prévu, le lendemain soir, je pars avec une de mes amies déposer plainte pour viol contre mon collègue de travail. J'ai été reçue par un agent dans un bureau qui était derrière l'accueil, c'est-à-dire que les gens qui venaient dire qu'ils avaient perdu leur permis ou qui s'étaient fait voler leur clé de voiture, en fait, ils pouvaient me voir. Et je me suis retrouvée dans un climat très étrange, c'est que les policiers allaient et venaient dans cet accueil, pendant que moi, j'étais avec un officier de police qui me demandait de décrire tout ce qui s'était passé, d'expliquer toute la soirée. J'étais extrêmement mal à l'aise, j'essayais d'expliquer et le policier n'arrêtait pas de me dire d'utiliser les bons termes, que il comprenait pas comment ça s'était passé, qu'il fallait que j'explique mieux avec plus de détails. Pendant que j'entendais voilà, des gens à l'accueil, ça allait, ça venait. Il y a même à un moment donné le postier qui est venu déposer un colis. Moi, je suis dans un état où, en fait, un peu en état de flottement. Je comprends pas trop ce que je fais là. J'explique ce qui s'est passé avec autant un détachement émotionnel qu'en même temps, je suis en train de pleurer à ce moment-là. Et le policier ne me propose pas de verre d'eau. Et c'est une ambiance horrible, sincèrement. Et avec du recul, je sais pas si j'avais su que le dépôt de plainte se passerait comme ça, je ne pense pas que sincèrement que je serais allée déposer plainte. Et je comprends vraiment qu'il y ait des personnes, notamment des femmes, qui n'osent pas en fait porter plainte parce que il fallait voir le regard que ce policier a posé sur moi quand il m'a dit mais madame, c'est vous l'avez laissé monter chez vous, donc vous vous attendiez à quoi? Il m'a également dit, est-ce que quelqu'un était avec vous dans la pièce? Est-ce que quelqu'un l'a vu rentrer chez vous? Est-ce que vous avez des preuves, photos, matérielles? Eh ben, je dis non, parce qu'on était que tous les deux dans mon appartement. Il me dit, ah oui, bah alors là, ça va être très compliqué, parce que comment prouver? Bah, c'est moi la preuve, je suis là, j'étais là, c'est moi qui l'ai vécu. Et il m'a dit, oh non, mais ça marche pas, madame. Je finis tant bien que mal par déposer ma plainte et il me demande pas comment je vais rentrer chez moi, si ça va aller pour la suite. Vraiment, on est sur un policier qui est totalement dépourvu d'émotion et de bienveillance. Attention, je ne mets pas tous les policiers dans le même panier. Je pense juste sincèrement qu'il faudrait vraiment une formation pour qu'ils puissent accompagner les femmes qui viennent déposer plainte, parce que déjà rentrer dans un commissariat, c'est compliqué. Alors en plus, se sentir jugé, et en fait, ce monsieur a déjà émis un verdict, alors que le dossier n'avait même pas été fini d'être complété, quoi. Et donc, je rentre chez moi, et pour rappel, parce que je pense que c'est vraiment important de le rappeler, j'ai 20 ans. Donc je sors du commissariat, je rentre chez moi, j'annonce ce qui s'est passé à mes parents, qui sont stupéfaits, qui s'y attendaient pas, qui comprennent pas trop. Et en plus, moi je leur dis en fait tout ce qui s'est passé d'un coup, plus le fait que je sois allée déposer plainte. Donc je pense que pour eux ça fait énormément d'informations. Et puis la brigade des mœurs m'appelle, je pense 2 semaines après, en me disant qu'ils ont bien étudié le procès-verbal, que monsieur contre qui j'ai déposé plainte a également été entendu, mais qu'il n'est pas d'accord avec les faits. Il dit qu'il n'a rien fait du tout et que donc il demande une confrontation qui aura lieu dans 3 semaines. Pendant 3 semaines, je ne vis plus parce qu'une confrontation, ça veut dire le voir, ça veut dire à nouveau expliquer les faits, retourner dans ce commissariat. Donc vraiment, je passe 3 semaines quasiment à être malade tout le temps, à avoir de la fièvre, à pas manger, à plus vivre en fait et à attendre que cette confrontation arrive. Arrive le jour de la confrontation, mes parents m'accompagnent. Sincèrement, ils ont été d'un soutien sans faille à ce moment-là.
J'arrive dans la salle d'attente, c'est la salle d'attente classique en fait qu'on retrouve dans tous les commissariats. Et il est là, avec sa copine, et il y a 2 sièges d'écart entre mes parents et lui. C'est vraiment un climat très particulier parce que c'est pas tous les jours qu'on se retrouve à aller à une confrontation, en plus pour ce genre d'affaires. Et donc il y a un policier qui vient nous chercher tous les deux pour monter à l'étage dans les bureaux de la brigade des mœurs. On est dans un bureau tous les deux, côte à côte, avec un policier en face de nous et un autre policier comme témoin dans la pièce. Et va s'en suivre un peu plus de 3 heures de confrontation où en fait le policier donne la parole soit à lui, soit à moi. Et typiquement, quand c'est lui qui a la parole, il peut parler par exemple pendant 15 minutes. Et à ce moment-là, il faut retenir tout ce qu'on a envie de dire pour être sûr d'avoir les bons arguments pendant son temps de parole. Et en fait, la confrontation, voilà, au départ, se déroule plutôt bien. Et puis, moi, c'était quelqu'un, comme je vous ai dit, au tout début, en qui j'avais confiance. Donc, je lui avais raconté mon passé. Et à un moment donné, il dit au policier, excusez-moi, mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que elle a vécu des violences avec son précédent copain. Elle a jamais eu le courage de porter plainte contre lui. Donc aujourd'hui, elle le fait contre moi. Et le policier me dit, ah bon, mais madame, c'était il y a longtemps. Et il lui dit, bah attendez, je vais vous raconter. Et donc là, il se met à parler de ma vie, à parler de mon passé. Et en fait, je commence à me sentir vraiment pas bien. Et je me dis, mais ça n'a rien à faire là. Je suis pas venue ici pour parler de mon ancien conjoint. En fait, là, on parle de toi, de l'acte que tu as commis. Et le policier commence à me dire, mais madame, vous savez que vous pouvez encore déposer plainte. Et lui dit, bah tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Donc il me parle en direct alors que c'est interdit. Et là, en fait, je commence à avoir de plus en plus chaud, à me sentir très mal. Et je me souviens me lever, faire tomber tous les papiers qui étaient sur son bureau et dire il fait très chaud dans cette pièce. Et je suis tombée. J'ai vraiment fait un malaise. Encore une fois, mon corps m'a parlé. Là, il s'est mis en instinct de survie. C'était trop. C'était une situation que j'ai pas réussi à gérer. Et en fait, j'ai repris mes esprits dans une autre pièce. On m'a apporté de l'eau. Encore une fois, je le rappelle, j'ai 20 ans et personne ne devrait avoir à vivre ce genre d'expérience. À la fin, on lit tous les deux le procès-verbal et ce qu'on vient de se dire pendant 3 heures. Et le policier me dit, Madame, vous êtes au courant que si vous continuez de porter plainte contre Monsieur X, il risque d'aller en prison. Et moi, je lui dis, bah non, c'est pas forcément ce que je voulais, la prison. Simplement, je veux qu'il y ait justice, je veux qu'il reconnaisse les faits. Parce que dans ce procès-verbal, encore une fois, à côté de moi à l'oral, il décrit tout ce qui s'est passé dans la soirée, mais pas l'acte qui peut l'incriminer. Et donc, moi, je lui dis, non, non, moi, je voulais surtout que justice soit faite, en tout cas pour moi. C'est pour moi que je fais cette démarche. Et peut-être que lui peut avoir des soins ou aller voir un psychologue ou essayer, en fait, de se soigner, finalement. Et il me dit, mais madame, vous croyez dans quel monde, quand on porte plainte contre quelqu'un, c'est pour qu'il aille en prison? Et donc lui à côté de moi pleure et me dit s'il te plaît, ne porte pas plainte contre moi, retire ta plainte, je veux pas aller en prison. Et donc il se fait reprendre en plus plusieurs fois par le policier parce que normalement il a pas le droit de me parler en direct. Et donc moi en fait j'ai peur à ce moment-là, j'ai 20 ans, j'ai personne sur qui m'appuyer, je peux échanger avec personne. Et je me dis bah non, moi je veux pas qu'il aille en prison, qu'il perde sa famille, enfin voilà. Moi c'était pas mon but à la base, même si je voulais qu'il soit puni. Je voulais pas que ça prenne de telles proportions. Et en plus de me parler de cette histoire de prison, le policier me dit mais vous savez, après ça va être des démarches très longues, vous allez passer devant un juge, il va falloir réexpliquer et vous n'avez aucune preuve, c'est vous qui l'avez invité chez lui, en plus vous aviez eu une relation quelques mois auparavant, donc sincèrement personne ne vous croira. Sachant ça, en plus, bon, dans l'état où j'étais, j'avais plus trop de cerveau pour réfléchir. Donc je dis, bah écoutez, c'est bon, on arrête là, je retire ma plainte. C'est bon, de toute façon, il va pas reconnaître. Moi, je sais ce qui s'est passé, donc on arrête. Et donc à ce moment-là, je décide de retirer ma plainte. Lui s'en va et je reste toute seule avec le policier qui me regarde et qui me dit, vous savez, madame, je vois tous les jours des histoires comme la vôtre.
et notamment des personnes comme Monsieur X. Et je peux vous assurer que j'ai aucun doute sur votre parole. Il a décrit tous les faits, sauf ce qui pouvait l'incriminer. C'est typiquement le genre de réaction qu'une personne coupable pourrait avoir, en tout cas que lui avait déjà vu. Et il me dit, je vous crois, je sais ce qui vous est arrivé, et vous êtes une victime. Alors, ces mots, ils peuvent paraître très cruels après ce qu'il m'avait dit juste avant, et en fait, ils ont énormément résonné en moi, puisque certes, j'avais retiré ma plainte, qu'il n'allait pas avoir de poursuite judiciaire, mais pour autant, quelqu'un de l'autorité avait reconnu que j'étais une victime et avait reconnu que je disais la vérité et que j'étais légitime à ressentir ce que je pouvais ressentir. Plusieurs personnes de mon entourage n'ont pas compris pourquoi j'avais retiré ma plainte, mais moi finalement, j'avais été au bout de mon parcours, ce que j'imaginais être le parcours, déjà le fait d'avoir été déposé plainte et d'avoir eu une confrontation. Je l'avais vu, j'avais pu exposer les faits face à plusieurs forces de l'ordre et ça y est, en fait, le chemin pour moi, il avait été fait. Et même s'il n'y a pas eu de sanction au sens propre de par la justice, moi, je l'avais eu, en fait, ma sanction. Et en fait, pendant longtemps, j'ai eu espoir que lui, ce qu'il avait vécu, lui aussi, le fait d'avoir été confronté et d'avoir dû expliquer ce qui s'était passé, je me suis dit que ça lui avait fait peur et que ça aurait été sûrement un moyen bénéfique pour qu'il ne recommence pas. Après ça, j'ai continué mon année, j'ai validé la licence dans laquelle j'étais à ce moment-là et j'ai déménagé puisqu'en fait j'avais plus envie de voir cet appartement, j'avais plus envie de me souvenir des cafés où on allait, de passer devant chez lui presque tous les jours. J'avais peur de le croiser et finalement, pendant des années, j'ai été encore sous son emprise. C'est-à-dire que je le cherchais sur les réseaux sociaux, j'avais envie de discuter avec lui et c'était très bizarre après ce qu'il m'avait fait. Mais finalement, j'ai eu du mal à accepter qu'il n'ait pas reconnu et j'ai eu du mal à accepter qu'il n'y ait pas eu de au revoir, il n'y a pas eu de fin. En fait, il s'est levé de la confrontation, il est parti et j'avais presque envie de lui serrer la main et de dire c'est bon là, c'est terminé, on arrête, on met un point final. Et on n'a jamais eu vraiment l'occasion de le faire. Depuis, j'ai avancé, j'ai fait le deuil de cette relation. Mais il faut savoir que cet homme, il avait vraiment une emprise, tel un gourou sur moi. Et donc je crois que même malgré ce qui s'était passé, j'avais quand même envie d'avoir contact avec lui. Et puis il faut pas oublier que moi, les viols et les agressions sexuelles, c'était devenu mon quotidien dans ma précédente relation. Même si je savais que c'était inadmissible ce qui venait de se passer, je minimisais encore un peu les faits. Et je me disais toujours dans un coin de ma tête, non mais il a fait ça, mais en fait c'est parce qu'il m'aime. Donc il m'aime tellement qu'il n'a pas réussi à se raisonner. Ce n'est pas la réalité. Vraiment, on ne montre pas son amour en agressant sexuellement les femmes. Et je tiens à vous le dire parce que ça arrive malheureusement à beaucoup de femmes, et encore aujourd'hui en 2025. Et c'est pas comme ça qu'on montre de l'amour à quelqu'un, c'est pas comme ça qu'on montre qu'on aime. Et pour nous, en tant que femmes, chaque agression sexuelle, qu'il y en ait eu une ou plusieurs, nous enlève une partie de notre âme et de notre intégrité. Et notre corps nous appartient et on en dispose comme on le souhaite. On choisit qui pose les mains sur nous et c'est très important de s'en souvenir. Il ne faut pas négliger en fait cette partie-là. Et même si vous avez l'impression d'être très amoureuse de quelqu'un, c'est pas ça l'amour et c'est pas comme ça qu'il doit être démontré. Les viols, les agressions sexuelles, ce sont des crimes qui doivent être punis par la loi. Je tenais à vous dire que chaque expérience est différente. Je vous ai partagé la mienne. Ça ne veut pas dire que les dépôts de plainte se passent toujours comme ça, ni les confrontations, que ce soit dans le fait que ce soit bien ou mal passé. C'est ma vérité, ma perception des choses. Je ne suis pas ici pour vous dire de porter plainte ou non. Je trouve que c'est trop facile de dire qu'il faut porter plainte quand ce genre de choses est arrivé. Bien sûr que dans les faits, il faut le faire, mais qu'il faut être conscient de l'impact psychologique que ça a sur nous et que déposer plainte contre un autre humain, et notamment un agresseur, c'est absolument pas anodin.
J'ai appelé cet épisode «L'histoire se répète» puisque si vous avez écouté mon précédent épisode, vous avez bien compris que les agressions sexuelles avaient complètement façonné ma vision de la sexualité. Je ne ferai pas d'autres épisodes, je pense, sur ce thème-là. Je peux vous dire que ça m'est malheureusement arrivé dans d'autres relations. Des agresseurs, on peut en retrouver partout. L'idée, c'est que je puisse vous expliquer dans d'autres épisodes comment j'ai fait pour changer ma vision des choses, pouvoir changer mes standards, faire évoluer aussi les relations dans lesquelles j'étais et ne plus accepter l'inacceptable. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à commenter, à échanger entre vous. J'aimerais vraiment connaître votre avis sur le sujet. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.